Et pour cette deuxième partie, enfin, ce deuxième intervenant, effectivement, c'est une évidence qu'un colloque dont le sujet sont l'aide et les soins centrés sur les objectifs de vie de la personne, et bien que ce soit également la personne, le bénéficiaire, le patient, le citoyen, tout ça au féminin aussi, soit également représenté. Puisque c'est bien de ces objectifs que l'on parle. Et donc le fonds, Dr Daniel de Koning, est très heureux que la Ligue des usagers de services de santé, la LUS, et la Vlaams Patiëntenplatform, VPP, soient impliqués dans le développement de ce concept d'aide et de soins centrés sur les objectifs, puisque eux peuvent donner des éclairages sur ces questions du côté de la personne. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Karine Serrano et Annette Wouters. Alors Karine, qui parlera en deuxième, travaille à la Ligue, à la LUS, depuis près de 20 ans. Elle a fait des études en communication, avec une spécialisation en information et médias à Liège. Et après avoir occupé le poste de chargée de communication et de coordinatrice du soutien et de la proximité à la LUS, elle y occupe aujourd'hui le poste de directrice opérationnelle. Elle occupe également différents mandats de représentante des patients, dont actuellement un mandat à la commission de planification de l'offre médicale en Fédération Wallonie-Bruxelles, au sein de la Fédération Wallonne de promotion de la santé. Donc on aura le plaisir d'accueillir Karine juste après Annette. En dus samen met Karine vandaag geven we ook het woord aan Annette Wouters. Annette is medewerkster, doelgerichte zorg en patiëntenrechten bij het Vlaams Patiëntenplatform. Het VPP bouwt samen met haar leden, die ondertussen meer dan 115 patiëntenverenigingen vertegenwoordigt, aan een betere levenskwaliteit voor mensen met een chronische aandoening en hun naasten. Karine en het VPP ontwikkelden onder andere de tool Doelzoeker om patiënten te ondersteunen bij het formuleren van levensdoelen en ze vervolgens te kunnen bespreken met zorg- en hulpverleners en hun omgeving. Samen gaan ze ons hier iets meer vertellen over wat betekent de persoon centraal zetten als we het hebben over zorg en ondersteunen. En dan laat ik jou graag het woord, Annette. Goedemorgen allemaal. Ik ben ook heel dankbaar en blij dat ik vandaag vanuit het Vlaams Patiëntenplatform jullie wat meer mag komen vertellen over de persoon centraal. Ja, de persoon centraal, dat is een heel uitgebreid thema, denk ik. Dus ik heb er een aantal zaken proberen uit te pikken, een aantal boodschappen die ik graag vandaag aan jullie wil meegeven. Maar misschien belangrijk om te zeggen is dat ik vanuit de achtergrond van het werken bij het VPP ben ik heel gewoon om te spreken vanuit patiënt. Dus ik ga wellicht heel vaak het woord patiënt gebruiken, maar denk er zelf persoon, cliënt, persoon met een zorg- en ondersteuningsnood bij, want het gaat uiteraard over die hele grote groep. Zo. De patiënt centraal, de persoon centraal, dat is een leuze die we eigenlijk de afgelopen jaren heel regelmatig tegenkomen. Er zijn een heel aantal organisaties die zich uitspreken dat het belangrijk is om de persoon centraal te zetten, maar ook in heel wat beleidsteksten komt dat terug, zoals jullie op deze slide kunnen zien. Als ik denk aan de persoon centraal, dan denk ik meteen ook aan patiëntenparticipatie, patiënten betrekken op allerlei niveaus in de zorg. Dat kan op microniveau, dat is het niveau van de individuele zorg of behandeling. Dat kan op mesoniveau, dat je gaat participeren in zorginstellingen. Denk bijvoorbeeld aan ziekenhuizen, maar denk evenzeer aan netwerken zoals eerste lijnzones. Je kan ook op macroniveau patiëntenparticipatie doen. Dat is dan het niveau van het gezondheidszorgbeleid. En op metaniveau participatie in onderzoek, onderwijs en overkoepelende zaken. Als ik er nu even dat macroniveau uitpik, dan zie je dat we de laatste jaren daar toch wel een hele evolutie hebben meegemaakt. 20 jaar geleden ongeveer spraken we vooral over de patiënt. Een aantal jaren later gingen we al spreken met de patiënt. En het is heel erg positief te zien dat we vandaag de dag eigenlijk als patiëntenvertegenwoordigers, zowel ervaringsdeskundigen als professionele patiëntenvertegenwoordigers, heel vaak echt al adviserend mee aan tafel zitten en mee mogen nadenken over waar willen we met ons gezondheidszorgbeleid naartoe. Maar nu wil ik graag eventjes focussen op het eerste niveau, het microniveau, waar het bij doelgerichte zorg heel erg om draait. En zoals ik op het begin zei, ik kan daar heel wat dingen over zeggen, maar ik heb ervoor gekozen om eigenlijk 4 centrale boodschappen uit te pikken vandaag. Wat is er nodig om de persoon, de patiënt, centraal te zetten?
Een eerste belangrijke, iets belangrijk om te realiseren, denk ik, of belangrijke boodschap, is dat waar dat we een aantal jaar geleden vooral vertrokken vanuit de professionele expertise die zorgverleners en hulpverleners hadden, dat we vandaag de dag er meer en meer van overtuigd zijn dat dat niet de enige kennis is die belangrijk is wanneer dat we beslissingen gaan nemen in de zorg. Ervaringskennis, het beleven van een aandoening, van een bepaalde nood die je hebt, is minstens zo belangrijk. Het gaat om 2 verschillende perspectieven, maar die gelijkwaardig zijn en die noodzakelijk zijn. Hoe ik het beleef om een bepaalde behandeling door te maken, breng je samen met de kennis, de professionele expertise van een zorgverlener en je gaat zo eigenlijk samen proberen de beste keuzes te maken in de zorg. Suzanne haalde het daarnet ook al aan, maar wat ook heel belangrijk is voor patiënten, is dat we niet meer vertrekken vanuit dat ziektegeoriënteerde. Een aantal jaar geleden was de focus heel erg op wat is een symptoom van iemand, welke nood heeft iemand, welke beperking heeft iemand en hoe kunnen we ervoor zorgen dat die beperking zo minimaal is. Nee, vandaag de dag binnen doelgerichte zorg ga je vertrekken vanuit de capaciteiten, vanuit de doelstelling, vanuit een veel positievere benadering van de patiënt en kijken wat wil je nog, waar droom je nog van, hoe kunnen we eigenlijk jouw kwaliteit van leven verbeteren. En dan komen we bij het derde element, dat we eigenlijk de patiënt, de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood, moeten zien dan meer dan zijn ziekte, dan meer dan zijn nood alleen. Het hebben van een bepaalde ondersteuningsnood of van een bepaalde ziekte heeft een implicatie of heeft gevolgen voor heel wat aspecten van het leven. Op de foto's zie je bijvoorbeeld verzekeringen, maar ook het financiële, de werkcontext. Dat zijn allemaal niet-medische aspecten die beïnvloed worden door het hebben van een ziekte of van een bepaalde nood. Dus ook die ga je moeten meenemen wanneer je effectief de levenskwaliteit van een patiënt wil gaan verhogen. En dan ten vierde is het ook erg belangrijk om niet meer te spreken van de patiënt of de persoon, want elk individu is anders. Een persoon X met een bepaalde aandoening en een persoon Y met exact dezelfde aandoening kunnen een heel ander levensverhaal hebben, heel andere wensen hebben, een heel andere achtergrond hebben. Dus de oproep om echt naar het individu te gaan kijken, het gesprek aan te gaan en te kijken wie zit hier voor mij en hoe kunnen we eigenlijk tot de beste zorg op maat komen. Maak dus ruimte voor eigen verhaal en zingeving. Voilà, ik heb jullie nu een aantal dingen meegegeven, maar ik ben ook heel erg blij dat ik Ellen, ze is hier vandaag ook ergens aanwezig, speciaal voor vandaag heb kunnen interviewen om ook vanuit haar perspectief, zij is zelf patiënte, je zal dat zien in het filmpje, te vertellen wat het voor haar betekent om doelgerichte zorg te krijgen en waarom dat het voor haar zo belangrijk is. Dat in de gezondheidszorg dat ze veel te veel kijken naar de lichamelijke problemen achter een ziekte, in plaats van eigenlijk naar de persoon zelf en de achtergrond van de persoon. Het menselijk aspect wordt daardoor een beetje verwaterd. Maar ja, een mens is meer dan zijn ziekte. En alles is verbonden. Uw ziekte is verweven met uw relaties, uw werk, uw kinderen. En dus ja, dat heeft een veel grotere impact op iemands leven dan eigenlijk de ziekte zelf. Ja. En daarom dat eigenlijk, ja, bij doelgerichte zorg is het heel belangrijk dat een zorgverlener hun behandeling en ondersteuning eigenlijk afstemt op die aspecten dat ruimer is dan de ziekte van de persoon. Want ja, er zou eigenlijk meer aandacht moeten zijn aan het omgaan met de ziekte. Ja, ergens wel, denk ik. Ik weet, ik heb dus maandelijks een gesprek bij mijn neuroloog als ik mijn Baxter ga halen. En ik voel toch dat ik meer kan zeggen dan enkel mijn klachten en mijn symptomen. Dus bijvoorbeeld als ze een nieuwe medicatie willen opstarten, dan kijken ze ook naar wat dat gaat doen met de kwaliteit van mijn leven. Dus ja, want ja, er zijn dikwijls bijwerkingen bij medicatie en zo. En als je niet meer kunt
functioneren daardoor, dan kun je ook je levensdoelen eigenlijk niet bereiken. Maar met mijn neuroloog, ik vind dat dat wel gaat, ook al wordt dat misschien niet expliciet gezegd dat dat binnen doelgerichte zorg is. Ik denk vooral tijd misschien. Het is nu al moeilijk voor een kwartiertje bij een arts, is al heel beperkt. En als ze dan misschien nog moeten nog een keer ruimer gaan en meer tijd vragen. Maar ja, het vraagt eigenlijk een heel andere manier van werken. Er moet eigenlijk gewoon een shift gebeuren in de manier waarop ze werken. En dat gebeurt niet van vandaag op morgen. We hebben al, dus eigenlijk via het Vlaams Patiëntenplatform zijn we eigenlijk op de hoogte gebracht van doelgerichte zorg. En we zijn eigenlijk begonnen met dat onder onze leden. We hebben een webinar gedaan erover. Dan hebben we echt ook lotgenotencontact georganiseerd, waar dat we specifiek over dat thema doelgerichte zorg gehad hebben. Ja, dat is wel interessant om de feedback van de leden zo te vernemen. Nu eigenlijk onze volgende stap is zo'n beetje de professionals sensibiliseren. En daarvoor, we hebben dus ook een project van de Koning Boudewijn Stichting, waar dat we ook 2 symposia gaan organiseren nu in de winter. Eén keer op 3 december en op 14 januari. En ja, we hebben het genoemd, het symposium, wat maakt de patiënt gelukkig? Want dat is eigenlijk een vraag dat een arts niet gemakkelijk gaat stellen. Hè? Wat motiveert u om uit bed te komen 's morgens? Dat zijn zo vragen die er niet gesteld worden. Dus ja, we vonden dat een toffe naam. Wat maakt de patiënt gelukkig? Gewoon doen. Dat is de eerste boodschap. Je kan eigenlijk gewoon beginnen met vertellen hoe uw dag eruit ziet. Met welke taken heb je het moeilijk? Welke dingen zou je nog willen doen dat nu niet mogelijk is, maar je wilt er wel aan werken om ze te bereiken? Dus gewoon zelf starten eigenlijk met de conversatie en dat brengt het op gang eigenlijk. Gewoon niet bang zijn, niet beschaamd zijn en gewoon doen en je zult zien waar dat naartoe leidt. Zo, dan dank ik jullie voor jullie aandacht en geef ik graag het woord aan Karine van Lallus. Et en plus, ça fonctionne. Merci en tout cas beaucoup à la Fondation Roi Baudouin de nous avoir invités, de nous avoir donné la parole et de reconnaître le travail autant de la VPP que de la LUS depuis de nombreuses années et de nous soutenir vraiment dans les combats que nous menons au quotidien depuis effectivement plus de 20 ans. Alors comme Annette, j'ai fait le choix aujourd'hui de vous présenter une vidéo. Donc, vous présenter un extrait du documentaire que la LUS a produit l'année dernière avec le soutien de la Fondation Roi Baudouin notamment. Parce que dans cette vidéo, en fait, il y a l'essentiel. Il y a l'essentiel du message qu'on veut vous faire passer, il y a le vécu du patient. Et plus que le mettre au centre, on voulait vraiment le mettre à l'honneur et lui donner le rôle d'acteur. Donc je vais vérifier si ça fonctionne. Et je vous rassure tout de suite, je n'ai pas mis une vidéo pour parler moins, mais effectivement, c'est parce que c'est vraiment plus intéressant. On va voir si ça fonctionne. Et ça ne fonctionne pas. On va essayer comme ça. Sinon, Valérie m'a dit que je pouvais lui demander un coup de main. Je ne suis pas spécialiste, mais en tout cas, voilà. C'est comme ça. On va voir si ça marche. Tu mets comme ça. Si on s'est projeté. Non, c'est quand tu essaies de projeter. Non, donc ça fonctionne ici, mais on n'arrive pas à le projeter. C'est embêtant. Il arrive, je l'ai vu descendre. Bon, en attendant, je peux vous chanter une chanson, si vous voulez. Ou pas. Bon, peut-être revenir rapidement en attendant qu'il arrive sur le choix. Pourquoi est-ce qu'on a fait le choix de cette vidéo? Donc l'important dans cette vidéo, c'était vraiment d'aborder le vécu du patient dans sa réalité et dans son quotidien et dans ce que la maladie, finalement, comment ça l'impacte.
Comment la relation soignant-soigné finalement joue sur son équilibre de vie, et pas seulement avec les professionnels de santé, mais également avec l'ensemble des acteurs qui sont autour du Goal Oriented Care, autant l'association de patients, la famille, que les professionnels de santé. Je m'appelle Amandine, j'ai 22 ans, je suis étudiante et je suis diabétique depuis 1 an et demi. Le médecin avait déjà le doute quand je l'ai appelé, les symptômes ils étaient sans équivoque, on va dire. C'est diabète, c'était sûr et certain. Donc il m'a dit t'es diabétique, tu vas être admise aux urgences et aux soins intensifs. Ça a été en fait 3 annonces soudaines. Ça a eu un gros impact, c'est sûr, parce que ça chamboule tout. L'annonce d'un diagnostic est souvent une étape délicate. Angoisse, soulagement, inquiétude, les émotions se bousculent. Confrontés à la perte de repères, certains patients doivent faire face à un nouveau défi. Le plus contraignant, je pense, c'est avoir tout sur soi. Il faut les piqûres, les aiguilles, les stylos, il faut vraiment tout le matériel. C'est vraiment de l'anticipation, tout prévoir pour être sûr, au cas où il y a un petit accident, qu'on rattrape le truc, quoi. Je pense que c'est dur de parler à une personne qui vient d'être diagnostiquée d'une maladie, quelle qu'elle soit, quoi. Et j'ai été suivie par une psychologue aussi, pour justement faire le cheminement pour accepter la maladie. J'accepte le traitement, j'ai toujours accepté le traitement, mais j'accepte pas d'être malade encore, ça c'est encore un peu dur. Mais je dis pas souvent que je suis malade, je dis que j'ai un diabète et je parle pas de maladie, quoi. Quelques mois après l'annonce de sa maladie, Amandine cherche encore son équilibre. Elle décide de franchir le pas et contacte une association de patients dans le but de rencontrer des personnes ayant traversé les mêmes épreuves. Cette association, je l'ai trouvée en postant un mot sur le groupe des diabétiques de Belgique. Elle a, on va dire, 2 objectifs, à la fois informer, sensibiliser, et d'un autre côté, c'est donc de l'écoute, de l'entraide pour les diabétiques. Je connaissais personne du groupe, donc un petit stress, mais je me suis dit c'est que du positif, donc il n'y a pas à avoir de gros stress ou de l'anxiété ou quoi. Bonjour Amandine. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va et toi? Contente de te voir. J'ai reçu un bon accueil, ils m'ont tout de suite mis à l'aise, ils étaient hyper accueillants, ouverts, ils m'ont direct tous parlé, proposé à boire, vraiment ils ont eu un bon accueil. Bienvenue. Merci. Welcome. On a évidemment parlé de diabète. On a aussi parlé de comment chaque couple s'était rencontré, les petites anecdotes de couple. On a parlé de vacances. On a parlé vraiment on a parlé d'association du diabète. Ça tourne évidemment beaucoup autour du diabète. Il y a eu des conseils qui se sont échangés, des petites astuces ou quoi. Des petits conseils comme ça à l'approche des vacances. Qu'est-ce que tu fais toi quand il y a ça ou quand il y a ça ou quand tu dois prévoir ça. Je dirais pas comme des vieux amis, mais j'étais à l'aise, quoi. Je pouvais parler de tout sans stress ou sans avoir peur d'être jugée ou quoi. Donc, je pense que la grosse différence avec les personnes de l'association et le monde médical, c'est que, sans le vouloir, le monde médical peut avoir un avis jugeur. J'ai l'impression que même si je dis tout aux médecins, je suis beaucoup plus à l'aise avec les membres de Diacoach qu'avec les médecins certaines fois, quoi. Avec les personnes de Diacoach, je peux dire, là j'ai eu une hyper ou une hypo, des fois je gère pas le diabète et c'est vraiment un soutien, c'est comme une épaule sur laquelle se poser, quoi, j'ai l'impression. C'est ça la grosse différence. Mais justement, il y a un bon équilibre entre l'association de patients, le suivi médical qu'on a assez rigoureux et la famille qui est là pour écouter, qui ne sait pas forcément apporter de conseils parce qu'elle ne connaît pas la maladie. Mais donc on a l'écoute des proches, l'écoute de personnes qui sont diabétiques et à côté de ça, le suivi médical. Donc le mélange des trois, ça fait un peu, c'est un peu la base, ce qu'il faut
pour vivre, quoi. Enfin, je sais pas, pour vivre avec le diabète, on va dire. Les associations de patients offrent un espace d'écoute et d'échange dans une ambiance conviviale et bienveillante. Chaque année, de nombreuses personnes rejoignent les associations de patients et agrandissent ces communautés fondées sur l'entraide et la solidarité. Et ça refonctionne après, c'est magnifique. Non, pas tout à fait. Il me manque une partie là. Tant pis. Voilà, donc le choix de cette vidéo, comme je vous le disais, était vraiment conscient parce qu'il aborde effectivement de nombreux messages qu'on avait envie de voir avec vous aujourd'hui, mais qu'on va faire du coup passer rapidement vu qu'on a perdu un petit peu de temps avec la technique. Voilà, dans le contexte d'une relation de soins, il peut arriver que le savoir scientifique et médical s'impose, parfois de manière plus ou moins consciente, et qu'elle s'impose sur le vécu et sur l'expérience de l'usager. On le voit bien dans l'extrait d'Amandine, donc, que parfois elle se sent jugée, qu'elle ne se sent pas écoutée, et que parfois elle se sent également surresponsabilisée par rapport notamment au traitement. Donc pour nous, il était important de revenir sur le fait que Goal-Oriented Care, Empowerment, ce n'est pas de la compliance. Le Goal-Oriented Care, son objectif, c'est l'empowerment, c'est vraiment de rendre le patient acteur de sa santé dans le cadre d'une relation équilibrée. Voilà. Je continue. Des concepts tels que partenariat de soins, prise de décision partagée, patient-partenaire ne doivent pas occulter un principe de base, c'est que la décision finale, elle revient au patient. Que ce soit pour un choix éclairé entre différents traitements, pour les objectifs de vie ou les décisions difficiles à prendre en fin de vie notamment, la santé, elle ne dépend pas de choix rationnels bien informés, mais aussi de contraintes de vie. Et dans le cadre de cette relation de soins équilibrée, les soignants accompagnent les patients, leur expliquent les différentes possibilités, mais ne se substituent pas à eux lorsqu'il s'agit de faire des choix. Et ça, c'est un changement de paradigme vraiment important, et Suzanne l'a abordé notamment dans sa présentation, c'est que c'est un changement de paradigme de soins. Et c'est que pour ça, il y a des changements qui dépendent notamment et du patient et des professionnels de soins, mais également du système de santé, notamment dans la formation des professionnels de santé. Et ça, c'est un sujet pour lequel la LUS milite ardemment depuis plus de 3 ans, notamment avec le soutien de la Fondation Roi-Baudouin. C'est d'intégrer dans le parcours du cursus scolaire initial des professionnels de santé l'expertise du patient pour pouvoir changer le paradigme de soins dès la formation initiale et dès l'école finalement. Parce qu'on se rend compte en plus également que les quelques professionnels de soins étudiants que nous avons pu former, quand ils rentrent dans la relation de soins ou dans des structures, les structures ne sont pas prêtes non plus à ça. Et donc le système de soins, les politiques notamment, ont aussi une responsabilité de rendre structurelle cette expertise du patient dans le cursus notamment. Pour la LUS, la relation de soins prend sa dimension la plus noble lorsqu'elle fonctionne en réel partenariat entre les patients et les soignants. Ce partenariat est porteur de sens lorsque les soignants encouragent les patients à être libres, à questionner, à prendre des décisions, donc notamment comme Amandine le disait bien dans sa vidéo. Le système et les professionnels de santé ont la responsabilité de créer les conditions de l'empowerment et d'un partenariat équilibré, libre à chaque patient, alors en fonction de ses capacités et de ses souhaits, de s'emparer ou non de cette possibilité. Aujourd'hui, à la LUS, nous voulons vraiment pousser les professionnels de santé à s'interroger finalement sur les raisons qui les guident à se lancer dans le Goal-Oriented Care. Et pour nous, cette question est fondamentale pour établir une relation transparente et équilibrée avec le patient. Et on ne serait pas la LUS ni la VPP si on n'abordait pas finalement la place des associations de patients dans ce système de Goal-Oriented Care. Parce que les associations de patients et de proches, elles jouent un rôle essentiel et pourtant pas encore valorisé en tant que relais d'information fiable, de garantie de continuité des soins, ça s'est vu notamment durant la crise Covid, et de préservation du lien social. Et outre leurs actions envers les patients et les proches, elles offrent également des services aux institutions, aux professionnels de santé, donc n'hésitez pas à vous en servir, notamment quand manque de temps pour l'information, quand besoin d'accompagner un patient dans son suivi. Les associations de patients sont là pour vous aider. Et on terminera cette présentation par un point important. Non, ça ne fonctionne pas. Tant pis.
Nous aurions aimé les renommer le Goal Oriented Care en Empowerment Oriented Care. Parce qu'on pense que finalement, l'objectif principal des Goal Oriented Care, c'est bien l'empowerment du patient, c'est bien sa qualité de vie, sa prise en main de sa santé et le fait qu'il en soit acteur. Voilà. Bedankt Annette en Karine voor deze mooie getuigenissen van Amandine en Ellen en ook van alle aspecten die erbij komen als je het hebt over de patiënt, de cliënt, de persoon, de burger echt centraal te kunnen stellen in zorg en ondersteuning.